Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? Oh, fais pas chier. On essaye? Allez. C'est l'heure, il est presque minuit, et il me reste un peu de temps pour une autre histoire. C'est une histoire de mort. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette 61e Formule Express de retour à l'écran. Au tout début de ce podcast, nous vous partageons notre liste des 10 films à voir pour Halloween. Une liste que vous pouvez toujours voir dans l'une des vidéos sur notre chaîne YouTube. Parmi ces films, il y en a un qui, bien qu'il soit souvent éclipsé par d'autres œuvres majeures de son réalisateur, occupe une place très importante dans sa filmographie. Ce film, c'est Fog, le 4e long métrage de John Carpenter, mettant en scène Adrienne Barbeau, Tom Atkins, Jamie Lee Curtis et sa propre mère, Janet Leigh. Sorti en France le 19 mars 1980, le même jour que le premier long métrage de la saga Star Trek, Fog marque un retour au récit plus surnaturel, rappelant le cinéma d'horreur gothique des années 50 avec ses fantômes et ses malédictions. John Carpenter explore dans ce film les thèmes de la culpabilité collective, des secrets enfouis et des malédictions qui se transmettent à travers les générations. Des thèmes qui traversent une grande partie de l'œuvre du réalisateur qui aime explorer des sociétés et des communautés confrontées à des forces perturbatrices. Pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais vu Fog, ça parle de quoi ? Dans la petite ville côtière d'Antonio Bay, en Californie, les habitants se préparent à célébrer le centenaire de la fondation de la ville. Cependant, une étrange brume surnaturelle commence à se former au large. À l'intérieur de ce brouillard mystérieux, se cachent les esprits vengeurs de marins morts un siècle plus tôt, trahis par les fondateurs de la ville qui les avaient conduits à leur perte pour voler leur or. Alors que le brouillard envahit la ville, des phénomènes étranges se produisent et les fantômes assoiffés de vengeance commencent à tuer les descendants des traîtres. Le film suit alors différents personnages dont Stevie Wayne, une animatrice de radio qui émet depuis un phare, et Nick Castle, qui tente de découvrir la vérité derrière la malédiction et de survivre à cette nuit fatidique. Il y a une malédiction sur nous. J'ai l'impression que vous prenez cette histoire trop au sérieux. C'est très sérieux, Madame Williams. Seigneur, pardonne-nous d'avoir péché. Pardonne-nous cette action. La cérémonie de ce soir est une supercherie. Nous honorons des meurtriers. On repart en 1977. John Carpenter et Debra Hill sont en Angleterre pour la promotion de Assaut, second long métrage du réalisateur qu'ils ont écrit ensemble. Le couple, les deux entretiennent en effet à l'époque une relation, profite de ce voyage pour visiter le célèbre site de Stonehenge. Une visite qui s'effectue un jour de grand brouillard et qui va immédiatement inspirer une histoire de fantôme à Carpenter. De retour à Los Angeles, les deux complices vont pourtant s'attaquer à un autre projet, celui de Halloween qui connaîtra en 1978 le succès que l'on connaît. Le carton mondial de Halloween ouvre alors de nouvelles portes à John Carpenter, qui se voit proposer un contrat de 2 films par le petit studio Avco Embassy, à qui l'on doit notamment Phantasme, film d'épouvante à petit budget devenu culte, dont Eric vous avait largement parlé dans un précédent épisode. Carpenter accepte ce deal avec le studio, à la condition de ne pas refaire un nouveau slasher. Le cinéaste ne veut en effet pas s'enfermer dans un sous-genre et a surtout envie de réaliser en priorité un film de fantôme. Une envie de rendre hommage à tous ces films qui ont construit son amour du cinéma de genre. Je voulais raconter une histoire de fantôme à l'ancienne. Une histoire qui rappelle nos peurs d'enfants. Je ne voulais surtout pas de monstres futuristes, mais de bons vieux fantômes. Je voulais faire un film où de la brume apparaissait comme un personnage, comme une force du mal. Mais il fallait que cela soit avant tout un film d'épouvante. Par tradition, les films d'horreur marchent bien au box-office. Et puis, j'adore effrayer les gens. Lui revient alors l'idée qu'il a eue lors de sa visite en Angleterre, qu'il va compiler avec un fait divers survenu en Californie. L'intrigue s'inspire d'un fait réel qui a eu lieu en Californie, sur la côte près de Santa Barbara.
À Goleta, en Californie donc, au XVIIIe siècle, un bateau transportant de l'or s'apprêtait à accoster. Des gens ont fait un feu pour guider ce bateau. Mais ils l'ont guidé vers les rochers pour le piller. L'intrigue est donc adaptée de cette histoire dans laquelle il n'y a ni fantômes ni lépreux à l'origine. Toujours avec la complicité de Debra Hill, avec qui il s'est pourtant séparé depuis la sortie de Halloween, John Carpenter va donc écrire un scénario en s'inspirant également de l'histoire d'un petit film d'horreur britannique des années 50, The Crawling Eye, Terreur sur le Trollenberg chez nous, qui raconte l'histoire d'aliens vivant dans le brouillard au pied de la montagne Trollenberg. Pour la réalisation de Fog, Embassy accorde à Carpenter une petite enveloppe de $1 million. Un budget limité qui va obliger Debra Hill, également en charge de la production, à optimiser au mieux les coûts. Un pari qui ne lui fait pas peur car déjà relevé pour Halloween, avec une enveloppe encore plus basse. L'élément phare du scénario est justement le phare qui abrite la radio animée par le personnage de Stevie Wayne. Pour des questions évidentes de budget, l'idée d'en construire un spécialement pour le film est rapidement écartée. John Carpenter, Debra Hill, accompagné de Tommy Lee Wallace, le chef décorateur, et de Barry Bernardi, l'assistant de production, se mettent alors en quête d'un véritable phare. Nous sommes partis avec un livre sur les phares de Californie et on a longé la côte en les passant en revue, se souvient Tommy Lee Wallace. Aucun d'eux ne convenait. Un phare est un phare, un grand truc est lancé. 2 ou 3 tenaient la route, mais il n'y avait pas grand-chose autour pour qu'on tourne uniquement ces parties-là. On perdait un peu courage après avoir beaucoup cherché. Et puis John, Debra, Barry Bernardi et moi, on est tombés sur un phare fabuleux. Il était parfait. Il était isolé et flippant. Le fait qu'il ne soit pas très grand importait peu, il était juste parfait. Ce phare se situe au cap de Pon Reyes, sur la commune de Inverness, au nord de San Francisco. Un endroit réputé être dans l'une des zones les plus brumeuses de la côte pacifique. La localité présente également l'avantage de réunir en un seul endroit la quasi-totalité des autres décors naturels nécessaires au tournage. Tous les principaux lieux y figuraient, raconte Tommy Lee Wallace. À commencer par la ville, la place où se déroule la commémoration, la route menant à l'église également et surtout la maison du personnage de Stevie Wayne. On n'a pas eu grand-chose à faire en termes de préparation. Si le phare trouvé à Inverness est parfait pour les prises de vue extérieures, il n'est malheureusement pas assez grand pour accueillir en son sein le décor de la station de radio. Ça, on l'a construit sur un plateau, se souvient Dean Cunday, le directeur de la photographie. Parce que monter toutes les caméras, tout l'équipement en haut du phare, cela aurait été trop compliqué. D'autres décors vont tout de même être construits en studio, mais la majeure partie des prises de vue aura lieu dans des lieux bien réels, à Inverness, mais également à Bodega Bay, toujours au nord de la Californie, où Hitchcock a tourné Les Oiseaux, et à Sierra Madre, tout près de Los Angeles. Si le brouillard refait à nouveau son apparition à Antonio Bay, les marins, les hommes de l'Elizabeth N, allongés au fond de la mer à Spivey Point, ressortiront de leur tombeau et chercheront à assouvir leur vengeance. John Carpenter va faire appel à ses amis et connaissances pour former le casting de son film. Le succès de Halloween va également convaincre quelques vieilles gloires de Hollywood de rejoindre le projet comme John Houseman ou Hal Holbrook, vu notamment dans Magnum Force, second opus des aventures de l'inspecteur Harry. Moi, le 6e conspirateur. J'ai volé votre or. Pour incarner Stevie Wayne, l'animatrice radio, l'un des personnages centraux du film, Carpenter fait appel à Adrienne Barbeau, qui n'est autre que sa nouvelle femme à la ville et qu'il a rencontrée sur le tournage de Meurtre au 43e étage, un téléfilm tourné pour la NBC. On ne s'était jamais rencontrés avant ce tournage, mais il me suivait déjà. Il m'a donc écrit un rôle et me l'a proposé. J'ai lu le scénario que j'ai trouvé brillant, et c'est comme cela que notre collaboration a débuté. On est devenus amis et plus encore par la suite. Nous avions donc déjà travaillé ensemble avant de commencer Fog. Mais ce film nous a réunis en tant que couple marié sans pour autant affecter notre professionnalisme. Un professionnalisme sans faille que confirme la photographe de plateau Kim Gottlieb Walker. John et Adrienne venaient de se marier en janvier. Au début, ils ont même essayé de faire comme si de rien n'était.
Chacun avait sa chambre et faisait tout pour ne se croiser que sur le tournage. Mais au bout de 2 jours, ils ont trouvé ça ridicule. Ils ont vite compris que leur relation n'entachait pas leur travail ensemble. Ça n'a donc posé aucun problème. Malgré sa réticence de jouer à nouveau dans un film d'épouvante de peur d'être définitivement catalogué Scream Queen, Jamie Lee Curtis, l'héroïne d'Halloween, accepte tout de même de rejoindre elle aussi le casting de Fog par amitié pour John Carpenter. Je dois avouer que je n'aime pas les films d'horreur. Je suis trop peureuse. Je me cache toujours les yeux et je veux qu'on me prévienne quand ça fait peur. Dans un film d'horreur, on part de la normalité pour accéder à la terreur. On couvre tous les spectres des émotions. La joie, la tristesse, l'hystérie avant de retrouver ses esprits, la détermination, le courage, tout cela compose un personnage de film d'horreur. On peut ainsi montrer toute l'étendue de son registre. Ce qui a également convaincu Jamie Lee Curtis de rejoindre le projet, c'est la présence au casting de sa propre mère, Janet Leigh, l'inoubliable interprète de Psychose d'Alfred Hitchcock. Sur ce film, nous n'avons pas uniquement un rapport de travail. Et pour moi, c'est mieux ainsi. Parce que ce rapport mère-fille a ses avantages. J'avais très envie de travailler avec elle. Et on nous avait déjà proposé de le faire. Mais j'attendais un projet exceptionnel pour que cela se fasse. Je ne savais pas trop si je devais traiter Jamie comme ma fille ou comme une simple actrice, se souvient Janet Leigh. J'ignorais quelles allaient être mes réactions. Si j'allais être une mère angoissée ou juste une actrice et réagir selon les règles du métier. John Carpenter complète son casting avec d'autres habitués passés et futurs de ses films, comme Nancy Loomis, Charles Cyphers, Darwin Johnston, Tom Atkins et Tommy Lee Wallace. Oui, le chef décorateur et ami de fac du réalisateur, qui en plus d'occuper divers autres postes sur le film, interprète également quelques fantômes menaçants. On m'a demandé de reprendre les 2 mêmes postes pour lesquels j'ai été crédité sur Halloween, soit chef décorateur et monteur. Je ris parce que, en fait, j'ai fait 10 ou 12 boulots sur ces films. Ce n'étaient pas des films classiques où il y a une personne par poste, où chacun reste à sa place et défend son petit précaré. Je faisais également du design graphique, des compositions d'images. En gros, je m'occupais de tout ce qui apparaissait à l'écran. Comme toujours chez Carpenter, chaque endroit, chaque personnage se voit affublé d'un nom en rapport avec l'entourage ou la vie personnelle du réalisateur. Par exemple, le nom de Nick Castle tire son nom de l'ami de longue date de Carpenter, Nick Castle donc, qui a incarné Michael Myers dans Halloween. De même, certains lieux et personnages font référence à des influences ou à des collaborateurs passés, renforçant ainsi la dimension personnelle et quasi familiale de son univers cinématographique. Certains clins d'œil subtils ajoutent une touche d'intimité et de complicité pour ceux qui connaissent bien l'œuvre et l'entourage du réalisateur. J'ai écrit des tas de scénarios à la suite dans les années 70, raconte John Carpenter. Le truc le plus ennuyeux était de trouver des noms et des lieux où situer l'histoire. Alors j'ai réfléchi et j'ai donc commencé à nommer des rues et des personnages d'après des amis du lycée et des rues de ma ville natale. C'était plus simple. Il y a une autre couche, si je peux le dire ainsi, se souvient Tommy Lee Wallace. Parce que Debra Hill, la productrice qui a donc coécrit Halloween et Fog, a ajouté beaucoup de références à sa ville du New Jersey et les a mélangées avec celles de John Carpenter. Moteur! Le tournage débute au printemps 1979. Et budget réduit oblige, encore une fois, il n'est pas prévu de durer plus d'1 mois. Là où d'habitude un film se tourne entre 4 et 6 mois. Un délai court qui n'effraie pas John Carpenter, qui a déjà son film en tête dès les premiers tours de manivelle. Contrairement à des tas de réalisateurs, surtout aujourd'hui où tout se fait à la répétition, on ne répétait quasiment rien, se souvient Larry Franco, le premier assistant réalisateur. John Carpenter est cool, d'humeur égale, il sait ce qu'il veut. Il ne perd pas de temps et donc pas d'argent. Il sait diriger, il sait susciter une émotion, il sait où placer une caméra, quel objectif utiliser. Il n'essaie pas d'en mettre plein la vue avec des plans compliqués. C'est un raconteur d'histoire, c'est tout. Larry Franco, justement, qui en tant que premier assistant réalisateur, veille à ce que tout soit bien organisé et qu'aucun temps ne soit perdu. C'était un tout petit budget et je n'avais jamais rien fait de tel. Donc, l'expérience était géniale parce que j'ai pu toucher à tout.
Je tirais les câbles, je conduisais les voitures, les camions, je faisais tout ce que je voulais faire en tant qu'assistant et qu'on ne fait pas ailleurs parce qu'on a des chauffeurs et de grosses équipes techniques. Si chaque jour de tournage est réglé comme du papier à musique, l'équipe va être confrontée à quelques imprévus, notamment sur la gestion du fameux brouillard qui certains jours peut devenir incontrôlable. Les effets numériques n'existaient pas encore à l'époque, raconte Tommy Lee Wallace. Donc tous les effets avec le brouillard devaient être faits directement sur le plateau. Il fallait que ce soit dense, qu'on ne sache jamais ce qu'il cachait. Il y avait différents brouillards, la neige carbonique d'abord, très lourde, proche du sol, qu'on devait pousser avec une planche en bois pour la faire avancer. Puis il y avait ce qu'on appelle les honkers, de grosses machines qui marchaient à l'essence et qui faisaient un bruit d'enfer, mais elles permettaient de projeter beaucoup de brouillard chimique qui était plus léger mais plus difficile à maîtriser. Le plus gros problème avec le faux brouillard, fabriqué et déversé par une machine, c'est le vent, ajoute John Carpenter. On a beau avoir des tas de machines à brouillard, mais si le vent souffle, on n'a plus de brouillard. Donc, à chaque fois qu'on tournait une scène avec le brouillard, le vent le dissipait ou soufflait dans le mauvais sens. Alors parfois, on a tourné des scènes à l'envers, notamment une dans laquelle une voiture arrive devant le brouillard et stoppe avant qu'il ne l'enveloppe. Pour la tournée, on a dû faire démarrer en marche arrière la voiture devant le brouillard pendant que celui-ci recule. Monté à l'envers, on a finalement réussi à avoir l'effet désiré. Malgré ces contraintes, John Carpenter, qui s'inspire des écrits de Lovecraft pour imprégner son film d'une atmosphère d'horreur cosmique chère à son œuvre, parvient à terminer Fog dans les temps, seulement 1 mois après le début des prises de vue. Si le tournage s'est déroulé dans de bonnes conditions malgré des moyens limités, le montage va s'avérer beaucoup plus difficile pour John Carpenter et Tommy Lee Wallace, qui a décidément cumulé de nombreux rôles sur Fog. It took forever to get that thing. Le montage n'a vraiment pas été simple à faire, se souvient Tommy Lee Wallace. On avait du mal à le rendre efficace, mais au final, pour moi, ça allait, ça tenait debout. Mais à la fin de la première projection, John Carpenter s'est levé et a dit « Vous savez quoi ? Rien ne marche dans ce film. » Really bad. Carpenter estime en effet le film peu surprenant et surtout peu effrayant. Pour lui, il ne correspond surtout pas à ce que le public de l'époque attend. En tout cas, pas un simple film de fantôme. En cette fin des années 70, le cinéma gore et les films d'horreur plus explicites, comme ceux de George Romero ou de Lucio Fulci, ont pris une place importante. Le public s'attend à des œuvres plus choquantes et sanglantes, tandis que Fog repose davantage sur l'atmosphère, la suggestion et la tension, ce qui, selon Carpenter, pourrait le rendre moins percutant pour les spectateurs de cette époque. Debra Hill va alors négocier une nouvelle enveloppe avec Embassy de près de $200 000 pour pouvoir effectuer un certain nombre de reshoots et rendre le film plus effrayant. Ces scènes additionnelles incluent notamment des séquences plus intenses et visuellement marquantes, ajoutant davantage de suspense et d'horreur explicite afin de répondre aux attentes du public. Carpenter et Hill savaient que le film devait accroître sa tension pour se démarquer dans un paysage cinématographique où les spectateurs réclament des frissons plus forts. Parfois, c'était juste quelques plans pour améliorer la scène ou dynamiser un gros plan, raconte Tommy Lee Wallace. Mais il y a eu surtout pas mal d'ajouts de scènes supplémentaires permettant d'accentuer cette atmosphère angoissante. John Carpenter va également faire appel à Rob Bottin, alors tout jeune maquilleur, pour concevoir le maquillage des fantômes et les rendre plus inquiétants. Bottin, qui n'avait que 20 ans à l'époque, se distingue déjà par son talent et son sens de l'innovation. Ce film marque le début d'une collaboration fructueuse entre Carpenter et Bottin, qui se poursuivra notamment sur The Thing, où Bottin signera des effets spéciaux révolutionnaires et mémorables. Comme pour ses 3 précédents films, le réalisateur se charge également de composer la musique du film, un élément central dans son travail pour instaurer cette ambiance particulière. Carpenter utilise des compositions minimalistes et angoissantes pour accompagner les scènes de tension. Sa musique, principalement composée avec des synthétiseurs, crée une atmosphère oppressante et hypnotique qui renforce le sentiment d'isolement et de danger imminent. Cette approche sonore est devenue une signature inimitable de son style, reconnaissable instantanément et largement influente dans le genre de l'horreur.
au point que beaucoup considèrent la musique de Carpenter comme un personnage à part entière dans ses films. J'ai toujours été inspiré par Bernard Herrmann, qui était sans doute le meilleur compositeur de son époque. Il avait cet impact impressionnant avec des moyens très simples, notamment sur les films de Hitchcock. Ce que je peux dire sur moi en tant que compositeur, c'est que de mon point de vue, je suis peu cher et rapide. La plupart de mes thèmes est basé sur un riff. Dans ce cas, on ne compose pas une partition entière. On enregistre 3, 4 ou 5 morceaux de musique qu'on peut utiliser à différents endroits. Initialement prévue pour Noël 1979, la sortie de Fog aux États-Unis est repoussée au 1er février 1980 en raison du temps nécessaire pour les reshoots et le nouveau montage. Si les critiques sont partagées, certains louant son atmosphère oppressante et ses effets visuels réussis, d'autres l'ont trouvé moins intense que les films d'horreur plus explicites de l'époque. J'ai conscience de l'importance de la presse, mais je ne fais pas des films pour elle, surtout pour avoir de bonnes critiques. Ce serait dangereux. Le public lui répond présent, permettant à Fog de cumuler au final plus de 21 millions de dollars de recettes. En France, le film sort le 19 mars 1980 et obtient également un beau succès, frôlant le million d'entrées. Un score 4 fois supérieur à celui d'Halloween. Si Fog n'a jamais atteint le statut culte de Halloween, The Thing ou New York 1997, il a su gagner une base de fans fidèles pour lesquels il occupe toujours une place particulière, illustrant parfaitement l'obsession de Carpenter pour les atmosphères inquiétantes et la peur de l'invisible. En 2005, Revolution Pictures se lance dans un remake de Fog. Réalisé par Rupert Wainwright, à qui l'on doit notamment Stigmata avec Patricia Arquette, ce remake a été produit avec la participation de John Carpenter, mais son rôle s'est limité à celui de producteur exécutif sans véritable implication créative. Produit dans le but de séduire un public plus adolescent, le film prend quelques libertés par rapport à l'original, notamment en tentant de donner plus d'explications aux événements surnaturels, ce qui a souvent été critiqué par les fans du film de Carpenter. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a tués. Le brouillard les a tués. Qui c'est-il? Pourquoi? Va-t'en! Mais le problème majeur de ce remake, c'est que la réalisation de Wainwright n'arrive tout simplement pas à la cheville du classique de Big John, usant et abusant d'effets numériques éculés pour tenter de recréer la même ambiance angoissante sans jamais y parvenir. Si les critiques n'ont pas été non plus tendres avec ce remake, le public s'est pourtant déplacé dans les salles. Fog version 2005, finissant de rapporter plus de 46 millions de dollars à l'international. Comme nous l'avons vu plus tôt, John Carpenter aborde ici plusieurs thèmes caractéristiques de son œuvre passée et future, notamment la culpabilité collective, la vengeance surnaturelle et la trahison historique, tout en créant une atmosphère de mystère et d'angoisse. Fog est un parfait exemple du talent de Carpenter pour instaurer une ambiance oppressante et minimaliste. Tout d'abord par l'usage de la brume. Carpenter fait de cette brume un personnage à part entière, une force indomptable et mystérieuse qui engloutit tout. Sa lente progression à travers la ville engendre une tension croissante, renforcée par l'invisibilité de la source du danger pendant une grande partie du film. L'horreur n'est pas immédiate, mais insidieuse, rampante, culminant dans un crescendo lors des scènes finales. Ensuite par un suspense minimaliste. À la manière des films d'horreur classiques, Carpenter mise surtout sur le hors-champ et les effets sonores pour intensifier l'atmosphère. L'horreur repose moins sur des images sanglantes que sur l'imagination et la suggestion. Contrairement au cinéma gore et explicite dominant dans les années 70 et 80, Carpenter reste donc fidèle à un style plus subtil, malgré les ajouts effectués à la suite du premier montage. Enfin par le son. Comme souvent chez Carpenter, la musique joue un rôle crucial. Ses compositions électroniques et minimalistes renforcent l'atmosphère surnaturelle. Les sons répétitifs, aux tonalités graves et à la tension progressive, accompagnent la montée de l'angoisse. La musique devient ici une extension du brouillard,
invisible mais omniprésente, elle contribue à créer un climat de menace constante. Bien que Fog soit un film fantastique, il s'inscrit dans un contexte politique et social pertinent. Sorti en 1980, le film émerge dans une période marquée par une crise de confiance envers les institutions et l'histoire américaine. La fin des années 70 est marquée par les séquelles de la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate et un sentiment d'incertitude quant à l'avenir. Cette atmosphère se retrouve dans les œuvres de Carpenter, qui nourrit une profonde méfiance envers les autorités et les institutions, une méfiance qu'il injecte dans ses films comme Invasion Los Angeles. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil. La classe des malheureux, des défavorisés ne cesse de grossir. L'injustice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Dans Fog, cette dimension politique se manifeste par la critique implicite d'une communauté cherchant à dissimuler ses péchés. La ville d'Antonio Bay a été fondée sur un mensonge et une trahison, le meurtre de marins lépreux pour voler leur or et construire la ville. Ce passé trouble volontairement effacé refait surface sous forme de vengeance surnaturelle. Cette histoire peut être interprétée comme une métaphore de la culpabilité collective et des méfaits dissimulés dans l'histoire américaine, qu'il s'agisse de la colonisation, du racisme institutionnalisé ou des crimes contre les minorités. Carpenter souligne ainsi que les actions passées, qu'elles soient ignorées ou réécrites, ont des conséquences et finissent toujours par ressurgir. Les sociétés bâties sur des fondements injustes devront tôt ou tard affronter la vérité et une certaine forme de rétribution. Au-delà de certains lieux de tournage, Fog partage également beaucoup de points communs avec Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, que ce soit en termes de structure narrative ou de thématiques sous-jacentes. Dans Les Oiseaux, les attaques inexplicables des volatiles plongent les personnages dans une terreur chaotique. De même, dans Fog, la brume apparaît comme une force surnaturelle incontrôlable semant le chaos. Carpenter, tout comme Hitchcock, exploite la peur de l'inconnu et l'impuissance des humains face à des forces qui les dépassent. Dans les deux films, la menace provient d'un élément naturel qui devient une force destructrice sans raison apparente. Les deux réalisateurs apportent par là des tensions sociales sous-jacentes. Dans Les Oiseaux, l'irruption des attaques met en lumière les dysfonctionnements des relations humaines, notamment familiales. De son côté, Fog révèle les secrets enfouis d'une communauté ayant prospéré sur une injustice. Les deux films montrent comment une menace extérieure peut dévoiler les failles d'une société à la manière d'une parabole. Hitchcock et Carpenter construisent également des films où les personnages féminins jouent un rôle central. Dans Les Oiseaux, Melanie Daniels fait face directement aux attaques des volatiles. Dans Fog, le personnage de Stevie Wayne occupe une place clé, notamment par son rôle de voix radio qui guide et avertit les habitants du danger. Chez ces deux réalisateurs, les héroïnes évoluent dans un monde où la logique échoue face à l'irrationnel. Voilà, c'était Max pour Fog. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles à l'écoute sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.